Bonjour à tous. Alors, Bonjour. bonjour Pierre-Sylvain. Juste Bon. avant de commencer, je vous rappelle les petits principes d'usage sur l'utilisation des différents onglets de ce webinaire. Donc, l'onglet chat est destiné à répondre à vos questions techniques sur le son, sur le défilement du PowerPoint, etc. Et puis, l'onglet questions vous servira à nous poser vos questions de façon à ce que nous puissions y répondre au maximum. Donc, bonjour Pierre-Sylvain, merci Bonjour à toi Pascaline. d'être avec nous pour ce dernier webinaire qui est consacré à la réforme de l'OETH et au parcours de déclaration dans le cadre de cette réforme. Donc, les choses vont évoluer et donc nous sommes contents de te recevoir. Merci Pascaline. Alors, voilà la démarche complète, n'est-ce pas? Voilà, donc là, c'est évidemment la présentation un petit peu complète sur 2020-2021 du processus de transfert de la DOTH au réseau des URSSAF, au réseau du recouvrement. On va évidemment aller plus en avant dans le détail. L'idée étant que nous travaillons depuis maintenant près d'un an pour préparer ce processus, donc un processus qu'on essaye de réaliser avec soin pour que les choses se passent pour le mieux pour les entreprises. Tout à fait, en collaboration. Alors, si on rentre un petit peu en piquet, première étape, c'était le mois de juin, effectivement, où nous avons mis en ligne, donc sur le site de la GFIP, le simulateur de contribution. Alors, si vous avez suivi les précédents webinaires, on a eu l'occasion avec Hugues Defoy et Marine Neuville de la DGEFP de vous présenter les différentes étapes, les modalités de valorisation de l'emploi direct, de l'emploi indirect, mais également du processus d'écrêtement de la hausse potentielle des contributions. Donc, tout cela peut encore poser question, mais sachez que vous avez donc depuis le mois de juin un outil sur le site de la GFIP qui vous permet de calculer ce montant de contribution à compter donc de la déclaration 2020 qui sera payé en URSSAF, enfin auprès des URSSAF et des caisses de MSA au début 2021. Alors, vous dire aussi qu'il s'agit encore d'une première version, qu'une seconde version est en cours de finalisation où vous aurez beaucoup plus d'informations, de documents utiles, de vidéos, de tout un tas d'éléments qui viendront vous éclairer sur l'utilisation non seulement de ce simulateur, mais également sur l'ensemble de ces nouvelles dispositions. Et puis, dès que le décret portant sur les ECAP, les emplois nécessitant des conditions et des aptitudes particulières sera publié, le simulateur et l'algorithme de calcul du simulateur tiendra compte de ces nouvelles modalités de valorisation des ECAP. Alors, la déclaration sociale nominative, parce qu'on dit qu'effectivement, la DOTH, donc la déclaration passe en DSN, mais la DSN, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça, c'est une question qui nous est souvent posée, mais ça ressemble à quoi, une DSN? Alors, la DSN, c'est bien connu des entreprises depuis 2013 et plus précisément depuis 2016, date de sa généralisation. C'est donc la déclaration sociale nominative. C'est une déclaration en fait réalisée par les entreprises auprès des acteurs de la protection sociale, que ce soit l'URSSAF, les caisses primaires d'assurance maladie, la GIRC-ARCO, les organismes complémentaires, Pôle emploi. En fait, la DSN remplace l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles qui étaient auparavant adressées justement à ces organismes sociaux. La DSN, c'est ni plus ni moins l'extraction des fichiers issus de la paye. Et donc, la DSN a comme objet de communiquer en fait les informations nécessaires aux différents partenaires que je viens de citer, et l'idée étant qu'il s'agit véritablement des données brutes extraites du logiciel de paye. Voilà. Donc c'est effectivement un vecteur déclaratif bien connu désormais des entreprises. La quasi-totalité de celles-ci sont passées en DSN depuis 2017, et donc il est assez logique que désormais la DOETH puisse également passer ce cap. Très bien. Donc, alors j'imagine que les services, c'est plutôt les services RH au sein des entreprises? Oui, c'est les services en fait qui sont en charge de la paye. Ou évidemment pour ceux qui passent par un tiers déclarant, par un expert comptable, le cabinet. 63% à peu près de nos déclarations sont issues des cabinets d'experts comptables. Très bien. Donc, éventuellement, si les entreprises ont des questions, elles peuvent aussi se tourner vers leurs experts comptables? Absolument. Très bien.
Alors, nous sommes fin 2019. Première étape, que doit-on faire avant le 1er janvier 2020 ? Alors, à partir du 1er janvier 2020, effectivement, il va y avoir un cap important avec une mise à jour de la norme DSN qui va permettre, on va le voir, aux entreprises de déclarer le statut de travailleur handicapé de leurs salariés. Donc la norme 2020 va être prochainement effectivement implémentée et cela va permettre, je le disais, de déclarer les bénéficiaires de l'OETH sur les DSN mensuels à compter de la période d'emploi de 2020. Donc, bien entendu, au niveau des entreprises, il va s'agir de s'assurer que cette norme est bien implémentée. Pour ce faire, il convient de se rapprocher de son éditeur de logiciel pour s'assurer que cette norme se fasse le plus rapidement possible en début d'année. D'accord, très bien. Et du coup, en même temps, il ne faudra pas oublier de faire la dernière déclaration auprès de la GFIP sur le système actuel. C'est-à-dire qu'en même temps où vous effectuez vos premières déclarations sur les bénéficiaires de l'obligation d'emploi via la DSN, il faudra réaliser via télédéclaration ou via les formulaires CERFA. Alors maintenant, c'est vrai que les formulaires CERFA, on en a de moins en moins, et tant mieux. C'est quand même plus simple pour les entreprises en général de déclarer via le portail de téléservice. Mais voilà, jusqu'au du 1er janvier au 1er mars donc 2020, pensez à effectuer votre déclaration auprès de la GFIP. Il n'y a pas d'année blanche comme les impôts. Hein. Exactement, et par le support que vous connaissez, Télé2OTH ou par le CERFA, et surtout, vous renvoyez ces documents à la GFIP, pas aux URSSAF. Voilà. Vous n'en voudrez pas? Non, absolument pas. Non, on continuera à la gérer. Et de la même façon, si vous voulez effectuer des déclarations rectificatives sur les années antérieures à la réforme, donc jusqu'à l'année d'exercice 2019, il s'agira d'envoyer vos demandes, vos pièces justificatives, etc., auprès de la GFIP. Absolument. Alors effectivement, Pascaline, je le disais, à partir de la période d'emploi de janvier 2020, c'est-à-dire sur la DSN de janvier 2020 qui va être déclarée par les entreprises au 5 ou au 15 février 2020, selon leur périodicité, les entreprises vont donc devoir pour la première fois déclarer le statut de travailleur handicapé de leurs salariés. Donc c'est un renseignement qui va être porté dans ce que l'on appelle le bloc contrat de la DSN. À quoi cela sert-il ? Eh bien, à partir du moment qu'effectivement ce statut sera déclaré, et il sera déclaré en fait au travers de l'ensemble des DSN mensuels de l'année 2020, ces éléments nous permettront en début d'année 2021 de calculer les effectifs de travailleurs handicapés de l'entreprise. Sachant que cet effectif, on peut le préciser, valorise également les BOTH de 50 ans et plus qui sont valorisés à 1,5 compte tenu de la nouvelle loi à venir professionnelle. Ce qui explique que les entreprises doivent porter une attention vraiment particulière, un soin à compléter ces éléments dès la DSN de janvier 2020 pour effectivement bénéficier d'un calcul exact et le plus précis possible du nombre de TH en fait dans l'entreprise. Il convient de préciser que le renseignement qui est porté est de nature administrative, c'est le statut du travailleur handicapé qui est mentionné, mais en aucun cas il n'est porté de données de santé sur la déclaration, sur la DSN. Donc voilà, c'est vraiment une donnée qui est purement de nature administrative. Et donc, c'est une question que j'avais également posée à Marine ou à Hugues, mais on est bien d'accord qu'un salarié handicapé qui serait en cours de reconnaissance administrative ou qui viendrait à faire connaître son handicap à son employeur, en cours d'année, ou même parfois même plusieurs années après, il est possible de les déclarer a posteriori. Absolument. La DSN permet donc de déclarer rétroactivement des statuts de travailleurs handicapés. Donc notamment, voilà, il peut y avoir des reconnaissances qui peuvent être portées à la connaissance de l'employeur de façon décalée. Ça, c'est tout à fait gérable en DSN. Des fiches consignes, des instructions sont mises à disposition sur le site dsn-info.fr qui précisent très clairement comment on peut opérer ce type de déclaration rectificative. Et effectivement, on les trouve très facilement. Il suffit de taper DOETH dans la barre de recherche. Je suis tombée dessus directement.
Très bien. Donc, première déclaration en DSN des salariés handicapés. Donc, juste l'élément à renseigner, finalement, c'est une coche avec le titre de reconnaissance. Hein, une sélection sur les 12 titres. Sur les 12 titres, voilà. Une sélection, la sélection du bon titre de reconnaissance. Et puis, cela au fil de l'eau, finalement, dans l'année, de façon à permettre aux organismes sociaux de calculer les effectifs. Tout à fait. Ça marche. Étape suivante, donc là, il y a un an qui est passé, fin 2021. Non, fin janvier 2021. 2021, pardon. Que fait-on ? Alors, il y a plusieurs prérequis en fait pour déclarer, je dirais, la contribution annuelle éventuellement due par les entreprises qui ne respecteraient pas leur ratio d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Alors, il y a d'abord effectivement un certain nombre de justificatifs dont les entreprises vont avoir besoin pour calculer, décompter, je dirais, les déductions auxquelles elles pourront avoir droit. Donc, un certain nombre de données vont être transmises. Alors, d'une part, par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs qui vont communiquer à leurs entreprises utilisatrices les effectifs intérimaires ou mis à disposition au cours de l'année dont le statut est précisément un statut de travailleur handicapé, puisque naturellement les organismes sociaux calculent l'effectif des BOTH de l'entreprise utilisatrice, mais pas les effectifs mis à disposition par les entreprises de travail temporaire. Donc voilà, ça ce sont des éléments qui seront communiqués avant le 31 janvier. Les entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs indépendants handicapés adresseront également aux entreprises les attestations permettant de déclarer les montants de coûts de main-d'œuvre à valoriser dans le cadre de la déclaration. Et puis également la GFIP communiquera le montant consolidé des contributions versées en 2020 au titre de 2019 au niveau de l'entreprise, puisque je le rappelle, l'assujettissement à partir de 2020 se fera au niveau de l'entreprise et non plus au niveau des établissements, pour permettre effectivement de connaître l'évolution de la contribution de 2019 à 2020. Donc, effectivement, dans le processus, il est important que les entreprises comportant plusieurs établissements collectent l'ensemble des informations dont elles auront besoin pour le calcul du montant de la contribution. Donc ça, c'est la première étape, c'est la collecte auprès des différents partenaires, et EASAT notamment, des données permettant le calcul et la déduction. Et effectivement, ça peut entraîner des changements d'organisation finalement au sein des entreprises, mais ça permet aussi, peut-être d'engager pour les multisites en tout cas, d'engager des échanges qui n'avaient pas lieu auparavant. Absolument. La deuxième étape, c'est qu'avant le 31 janvier 2021, l'URSSAF communiquera auprès des entreprises un certain nombre de données de calcul liées effectivement aux effectifs de l'entreprise. Je parle bien d'entreprise, on n'est plus au niveau établissement dans le cadre de l'OETH 2020. Alors, on va d'abord communiquer aux entreprises leur effectif d'assujettissement au ETH. Il s'agit ni plus ni moins de l'effectif moyen annuel de l'entreprise. Il y a un certain nombre de spécificités pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs, les entreprises de portage qui, elles, voient leur effectif d'assujettissement calculé sur les seuls effectifs permanents. Nous allons également communiquer le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi. Donc, il s'agit ni plus ni moins du nombre de travailleurs handicapés à avoir dans les effectifs pour respecter le taux d'emploi de 6% dans l'entreprise. Nous communiquons également l'effectif réel de bénéficiaires de l'obligation d'emploi au cours de l'année 2020, excepté, je l'ai indiqué, les intérimaires TH et les travailleurs handicapés mis à disposition des groupements d'employeurs. Et enfin, nous communiquerons l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ces emplois, qu'on appelle les CAP, vont correspondre à ce que l'on appelle des codes socio-professionnels, renseignés sur le bloc contrat de la DSN. Une fois que nous connaîtrons la liste précise effectivement de ces ECAP, ça devrait être connu d'ici la fin de l'année, normalement décembre 2019, eh bien, nous pourrons effectivement identifier les emplois correspondant effectivement très précisément à cette liste des CAP. L'entreprise n'aura donc pas
non plus à calculer cet effectif, il sera automatiquement, je dirais, calculé par leur URSSAF. On parle de l'URSSAF, mais les caisses de MSA feront exactement le même exercice. Bien sûr, là, j'évoque effectivement le cas des entreprises relevant du régime général. Évidemment, les entreprises qui relèvent du régime agricole, elles sont en contact avec leur MSA et qui feront exactement le même processus décrit aujourd'hui. Très bien. Alors, on a une question justement sur la déclaration des ECAP. On nous demande si on pourra aussi déclarer les ECAP, mais de toute façon, c'est une valeur qui doit être normalement déclarée, qui n'est pas toujours, si je ne me trompe pas, mais c'est une donnée qui normalement figure parmi les éléments déclarés en DSN. Mais donc, d'où l'importance finalement pour les entreprises qui déclareront des ECAP, qui auront des ECAP au sein de leur métier, de bien renseigner cette information de façon à ce qu'elle puisse être prise en compte. Alors, c'est pas la notion d'ECAP qui sera portée sur le contrat du salarié, c'est vraiment son code socio-professionnel. Le salarié sur la DSN est déclaré avec ce qu'on appelle un code PCS-ESE qui va correspondre en fait à son métier. Et à partir de ce code-là, de son activité socio-professionnelle, à partir de ce code-là, l'URSSAF va identifier si ce salarié relève ou non d'une liste d'ECAP. C'est ce nombre d'ECAP à partir de ces données-là que nous allons calculer. Donc, l'entreprise aura connaissance d'un effectif d'ECAP, charge à elle après de calculer la déduction qui va résulter de ce nombre d'ECAP présents dans l'entreprise. Pour le coup, on attend effectivement un décret en décembre 2019 qui précisera les règles de déduction qui vont être finalement associées au nombre d'ECAP, à la présence d'ECAP dans l'entreprise. Mais c'est bien l'entreprise qui aura la main pour déclarer, en début 2021, on va y venir, la déduction ECAP, liée aux ECAP. Très bien. Et alors, une question, si jamais une entreprise n'est pas d'accord avec les calculs d'effectifs que l'URSSAF lui notifie, comment ça se passe? Alors, ça peut parfaitement arriver. C'est tout à fait légitime qu'il y ait des demandes d'explication, des contestations sur le calcul des effectifs. Donc, là-dessus, les choses sont très claires. Si effectivement la notification d'effectifs donne lieu à contestation, il peut y avoir contact, il y aura contact avec l'URSSAF pour pouvoir échanger sur le mode de calcul. Et en tous les cas, j'insiste là-dessus, les entreprises, lorsqu'elles seront amenées à déclarer la contribution annuelle, auront la main pour déclarer le montant de la contribution. Charge a posteriori à l'URSSAF éventuellement de revenir vers l'entreprise pour vérifier les éléments de calcul qui ont été établis. D'accord. Alors, on a des questions aussi sur les dates de reconnaissance des travailleurs handicapés. Est-ce qu'il faudra les saisir? Non, par le biais alors de la DSN, les blocs qui seront renseignés, donc notamment le bloc contrat de la DSN permettra de renseigner effectivement la présence du salarié travailleur handicapé dans l'entreprise. Il y a des blocs changements qui permettent de renseigner. Alors c'est pas vraiment une date, mais c'est effectivement l'effet de départ, je dirais, du statut de travailleur handicapé. Et encore une fois, cette déclaration pourra être de nature rétroactive, ce qui fait qu'évidemment l'entreprise ne perd pas le bénéfice de la présence, je dirais, d'un travailleur handicapé si la connaissance de ce statut intervient même plusieurs mois après la date d'effet de ce statut. Très bien. Et si la date de reconnaissance arrive à échéance en cours de mois? Pareil, on peut effectivement, lors de la DSN suivante, régulariser la déclaration et déclarer la fin du statut de BOTH de son salarié. Et du coup, c'est au jour près? C'est au jour près. C'est au jour près. D'accord, donc on dit le 19 juin, la date de reconnaissance a pris fin. Absolument. Parfait. Alors, étape suivante, le calcul du montant de contribution. Alors, effectivement, ce qu'il faut bien souligner, c'est que la DSN en elle-même, ce n'est pas un outil de calcul, c'est un outil de déclaration. Et j'insiste là-dessus, c'est bien l'entreprise qui garde la main sur le calcul de la contribution proprement dite. Ce n'est pas l'URSSAF qui va calculer à la place des entreprises cette contribution. Et donc, effectivement, l'outil de base
Pascaline, c'est le C'est le simulateur. simulateur, effectivement. Alors, on a une question là enfin, une personne qui nous demande si le calcul qui sera donc déclaré via cette dernière année que vous allez déclarer auprès de la GFIP, c'est ce montant qui va servir de base au calcul. Finalement, c'est la première année, c'est 2019. On va aller regarder le montant de contribution donc versé en 2020 sur l'année 2019, et puis on viendra appliquer le système d'écrêtement à partir de ce premier montant, enfin à partir de cette année, on va dire 0. Oui. Et puis, en année 2, on viendra regarder le montant en année 1, puis en année 3, en année 2, puis etc., etc. Donc, effectivement, d'où l'importance d'avoir un montant consolidé au niveau de l'entreprise sur l'année 2019. OETH 2019. OETH 2019. Donc, effectivement, ayez le réflexe. Alors, j'ai vu une participante à ce webinaire qui disait « Ah, moi, j'ai pas réussi à me connecter » ou bien « J'ai eu des questions ». N'hésitez pas, vous avez une aide qui est sur le côté. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser vos questions, et puis on vous accompagnera aussi dans l'appropriation de ce nouvel outil. Étape suivante. Alors, donc la DOTH, la déclaration de la contribution annuelle, éventuellement due, encore une fois, insistons, toutes les entreprises, effectivement, ne seront pas amenées à déposer de déclaration annuelle. C'est celles qui auront une contribution, effectivement, à déclarer, qui seront amenées à le faire. Donc, cette DOTH, elle va être déposée sur la DSN de la période d'emploi de février, donc qui est exigible le 5 ou 15 mars 2021, selon le nombre de salariés de l'entreprise. Et bien entendu, si une contribution doit être payée, bien le paiement interviendra simultanément au dépôt de la DSN, paiement qui intervient en fait en parallèle du paiement des cotisations et contributions sociales dues auprès de l'URSSAF. Donc ça, c'est un processus bien connu par les entreprises. Très bien. Alors, on a aussi des questions, une participante qui nous dit, mais attention, oui, même si la reconnaissance ne se termine pas au 31 du mois, elle commence pas forcément au premier du mois. Bien sûr. Donc, de la même façon, la le DSN, mois suivant. Oui, tout à fait. La DSN permet de déclarer des débuts de statut ou des fins de statut en cours de mois. On n'est pas sur effectivement un premier ou un 31 du mois. La DSN permet effectivement cette déclaration en cours de période. Très bien. Alors, la déclaration annuelle, effectivement, elle va porter un certain nombre d'éléments de déclaration qui étaient finalement portés dans la DOTH annuelle telle que la GFIP le connaissait. Cela dit, on a réussi à réduire quelque peu le nombre de rubriques qu'il convenait de renseigner. Ah oui, on est passé à plus de 160 champs, 180 champs, je crois, à une dizaine. À une dizaine. Bon, c'est déjà beaucoup, ça reste beaucoup, mais malgré tout, c'est déjà un progrès. Donc, effectivement, la DOTH annuelle, elle va porter un certain nombre d'éléments d'information, le nombre de salariés handicapés qui ont été mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs. La DOTH va également porter le montant de la déduction, alors montant non plafonné, de la déduction liée à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations avec des entreprises adaptées, des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés. Le montant de la déduction non plafonnée liée aux différentes dépenses déductibles, il en reste 3, au lieu de 13 jusqu'à maintenant. Le montant, on en parlait, de la déduction non plafonnée liée au nombre de salariés exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières dans l'entreprise, les ECAP. Et le cas échéant, bien entendu, l'existence ou non d'un accord agréé de branche, de groupe ou d'entreprise qui permet effectivement à l'entreprise de bénéficier d'une exonération du paiement de la contribution annuelle. Une fois ces éléments déclarés, effectivement, l'entreprise connaît donc précisément le montant de sa contribution. Donc, on demande au travers de la DSN de février de porter le montant de la contribution brute. Alors, avant ces déductions, mais également avant l'écrêtement qui sera appliqué, puisque l'écrêtement limite les effets d'augmentation de la contribution d'une année sur l'autre, donc là en l'occurrence entre l'OETH 2019 et l'OETH 2020. Il sera porté également le montant de la contribution nette avant écrêtement, c'est-à-dire après les déductions et avant cet écrêtement, et enfin le montant de la contribution nette
après écrêtement, en fait, là, ça correspond au montant de la contribution réellement due après déduction et donc après écrêtement. Très bien. Alors, je vois une question. À qui les entreprises partenaires envoient-elles leurs déclarations? Alors, moi, je comprends cette question dans deux sens possibles. Je sais pas. C'est si c'est par exemple une entreprise adaptée, enfin si c'est de la sous-traitance, à qui on va envoyer les attestations, c'est ça? C'est à l'entreprise utilisatrice. Voilà. Et si c'est la question est dans le sens l'entreprise qui déclare, si elle déclare sur l'année 2019, elle envoie sa déclaration à la GFIP. Tout à fait. Et à partir de 2021, elle déclarera en DSN sans envoyer aucun papier. Alors, insistons Pascaline, dans le processus de déclaration de la DOTH, aucun document papier n'est attendu de l'URSSAF. L'ensemble du processus déclaratif est assuré au travers de la DSN et aucun justificatif n'est demandé par l'URSSAF dans ce processus. Alors, il y a des questions sur le système de déclaration mensuel et annuel. Donc, est-ce que le paiement de la contribution 2021, c'est mensuel ou c'est annuel? Non, le paiement de la contribution, ça reste une contribution annuelle. Qui est donc due en début d'année. Donc, je le disais, le 5 ou 15 mars 2021. Il ne s'agit pas d'une contribution qui, comme les autres cotisations sociales, il ne s'agit pas d'une cotisation qui sera mensualisée. Voilà. On est bien sur un paiement annuel. Donc, on est sur une déclaration mensuelle des bénéficiaires, exactement. Mais on est sur une déclaration et un versement des contributions potentielles annuelles au 5 ou 15 mars de la période d'emploi de février de l'année N+1. Finalement, sur le même type de calendrier qu'aujourd'hui. Exactement. Et s'il y a des décalages de paie, par exemple, est-ce qu'on va payer et déclarer les informations lorsqu'il y a un décalage en décembre 2019 ou en janvier 2020? Alors, il y a des entreprises qui sont effectivement dans un mécanisme de décalage de paie, elles ne sont plus très nombreuses. Les DSN sont déclarés aux dates que je mentionnais, effectivement, ça bouge pas. Le paiement peut intervenir effectivement en décalage, et bien il interviendra conformément au décalage qui est aujourd'hui accordé à ces entreprises-là. C'est ça. Voilà, ça ne changera pas effectivement la date de paiement proprement dite des contributions. Très bien. Et donc, on est bien d'accord, c'est le calcul de la contribution reste de la responsabilité de l'employeur. Donc, c'est une déclaration, c'est du déclaratif. Donc, effectivement, l'entreprise va aller simuler son montant de contribution via le simulateur, qui est un algorithme de calcul que nous avons développé, mais en partenariat avec les URSSAF, avec les caisses de MESA, avec l'État, les services statistiques de l'État. Et du coup, c'est bien ce montant qui sera calculé via ce simulateur, ce calculateur de contribution qui sera à déclarer avant, après écrêtement, comme vous l'a précisé Pierre-Sylvain. Alors, la question revient, et je sais que c'est pas tout à fait tranché encore, mais pour que vous sachiez qu'on a bien pris en compte cette question, effectivement, pour les entreprises qui cotisent à la fois et auprès de l'URSSAF et auprès des caisses de MSA. Comment ça se passe? De déclaration, de contribution, alors, sur quel périmètre? Effectivement, on a un périmètre réduit, mais qui existe, d'entreprises dites mixtes qui ont des établissements dont les déclarations sont portées auprès de l'URSSAF et des établissements dont les déclarations sont portées auprès de la MSA. Concernant la déclaration des statuts de bénéficiaires de l'OETH, là, il n'y a pas de changement. Les déclarations sont portées sur les établissements et c'est chacun des deux réseaux, URSSAF et MSA, qui auront les informations sur les statuts de travailleurs handicapés. Concernant la déclaration annuelle qui interviendra donc début 2021, eh bien, on est en train de travailler avec justement l'aide des GFP, le ministère du Travail, pour fixer une règle simple. Et donc, effectivement, l'objectif étant évidemment d'établir la déclaration dans l'un ou l'autre réseau. Il s'agit effectivement de connaître un petit peu la règle de gestion qui sera retenue et elle sera prochainement, je pense, communiquée. Ça fait partie des points qu'on a bien en tête. Très bien. J'avais aussi une question sur les emplois, sur les mises à disposition. Tu sais, il y a dans certains cas, via des entreprises adaptées ou des ESAT, des mises à disposition au sein d'entreprises utilisatrices. Donc, la question était de savoir si il s'agissait finalement de l'emploi direct ou de la sous-traitance. Alors, même si pour le secteur protégé, c'est pas toujours très compréhensible. Dans tous les cas, effectivement, la mise à disposition au sein d'entreprise utilisatrice est considérée comme de la
sous-traitance. Donc, elle est déductible du montant de la contribution, au même titre que les autres prestations de sous-traitance. Il y a une question aussi sur l'écrêtement. Une entreprise qui ne serait pas concernée par le passage établissement à entreprise, mais qui aurait par exemple augmenté sa taille, est-ce qu'elle va bénéficier de l'écrêtement? Oui, il n'y a pas de critères d'exclusion du bénéfice de l'écrêtement. Donc, toutes les entreprises accord, sans accord, qui ont augmenté ou pas, on ira, dans le, vous incrémenterez vos données dans le simulateur ou bien faire vos calculs par vous-même, mais l'idée c'est ça, c'est d'aller regarder le montant de contribution 2019 et d'aller derrière voir de quelle façon l'écrêtement peut s'appliquer s'il y a un écrêtement, un bénéfice d'un écrêtement effectivement. Voilà, une augmentation. Comment seront gérés les stagiaires? Les stagiaires donc font partie des effectifs comme les personnes mises en situation en milieu professionnel, les PMSMP, qui comptent potentiellement dans les effectifs BOTH de l'entreprise. Donc effectivement, les stagiaires non rémunérés notamment pourront être déclarés au travers de la DSN à compter de janvier 2020. Là-dessus, je renvoie là aussi aux fiches consignes, aux fiches pratiques qui ont été mises en ligne sur le site dsn-info.fr qui expliquent les modalités, je dirais, déclaratives. Mais ils seront effectivement déclarés là aussi au travers de la DSN. Alors, je vois une question là sur le simulateur. On est bien d'accord que c'est juste une calculatrice, c'est pas un outil de déclaration du tout. C'est un outil qui vient vous aider et qui n'empêche pas après la déclaration. Et alors, est-ce qu'il est amené à évoluer pour se déverser dans vos systèmes d'infos? Non plus. On a vraiment le canal de déclaration, c'est la DSN. Là, c'est vraiment un outil et j'espère en tout cas qu'il vous servira comme tel d'aide à la décision, de calcul certes, mais aussi pour voir un petit peu quels sont les leviers à actionner pour voir l'influence finalement du montant de contribution. Le lien sur le simulateur, alors vous pourrez l'avoir en vous rendant sur le site de la GFIP. Je crois qu'on a remis un lien, mais il me semble qu'on est en train de le faire évoluer pour que ce soit le plus simple à retrouver pour vous. Mais sur le site de la GFIP, vous allez dans l'espace employeur et vous allez le trouver sans difficulté. Alors, il se pose quand même la question, à partir de 2021, la GFIP, la COS, une entreprise, si elle a une question, elle se tourne vers qui? Alors, l'URSSAF, à partir du moment où effectivement on sera sur une déclaration entièrement en DSN, sera l'interlocutrice des entreprises pour tout ce qui concerne évidemment les modalités déclaratives proprement dites de la DOTH en DSN, mais aussi sera l'interlocutrice des entreprises pour le calcul, les seuils d'effectifs, les modalités de déclaration des déductions des dépenses directes ou des dépenses de sous-traitance, sur les modalités d'écrêtement, de bénéfices, je dirais, des exonérations liées aux accords agréés. Et puis plus globalement, l'entreprise, bien entendu, sera en contact avec son URSSAF ou sa caisse de MSA en cas de difficultés financières, de retard de paiement ou de difficultés déclaratives. Voilà, donc l'URSSAF a une compétence très claire là sur les aspects déclaratifs de la contribution. Et puis la GFIP, bien entendu, conserve son cœur de métier. Tout à fait. Donc la GFIP est bien là pour vous accompagner, pour vous aider à faire le diagnostic finalement de vos pratiques RH, de votre situation par rapport à la politique handicap, et puis vous aider à progresser sur ce taux d'emploi, à maintenir vos salariés handicapés ou à recruter de nouveaux salariés handicapés. Il y avait une question, double question. L'une va m'amener vers l'autre. Est-ce qu'il y aura toujours des unités bénéficiaires? Non, ça disparaît. Ça disparaît au profit donc des effectifs moyens annuels qui seront calculés par les organismes sociaux, donc par les caisses de MSA et les URSSAF. D'où la nécessité de déclarer chaque mois les travailleurs handicapés en DSN, parce qu'effectivement, ça reste à la main de l'entreprise que de calculer son montant de contribution, mais l'idée est quand même d'avoir, comme aujourd'hui finalement, vous remplissez un certain nombre d'informations sur vos travailleurs handicapés qui permettent de calculer aussi derrière les montants de contribution et de venir effectuer malgré tout un contrôle sur ces éléments déclarés. D'où l'intérêt de déclarer mensuellement les bénéficiaires de l'obligation d'emploi en DSN.
Alors, vous dire qu'on a essayé aussi de répondre à un maximum de données. Je vois que le temps est quasiment écoulé. Que vous retrouvez un ensemble d'informations sur le site internet, des vidéos, le livret liaison sociale. J'en ai pas sur le bureau, mais c'est un livret sur lequel vous allez retrouver un certain nombre d'informations sur la réforme, la foire aux questions, le simulateur, et puis vous dire effectivement que toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui seront reprises. Alors soit pour certaines elles y sont déjà, soit elles seront reprises dans cette foire aux questions et que vous recevrez également une réponse par mail. Voilà, je crois il y a encore des questions, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci beaucoup Pierre-Sylvain pour ce dernier webinaire. Et puis, n'hésitez pas à avoir recours à l'adresse mail entreprise au pluriel @agfip.asso.fr si d'aventure il vous reste des questions ou si vous souhaitez un accompagnement de la part de l'AGFIP. Bon après-midi à vous. Merci à bientôt. à tous. Au revoir. Au revoir.